Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau du dimanche soir avec, comme chaque semaine, mes co-présentateurs, Laura Fortes. Bonsoir Laura. Bonsoir Ali. Tierno Souleymane Diop-Niang. Bonsoir Tierno. Bonsoir Ali. Tout à l'heure, en seconde partie, nous recevrons Sahat Sarr qui viendra nous parler du festival Stereo Africa Festival, ainsi que Leuz Diwanji qui viendra nous présenter son nouveau single intitulé Mbokom Lebou. Mais tout de suite, nous allons recevoir un spécialiste de l'économie industrielle et de l'économie numérique. Il est enseignant-chercheur à l'université Iba Der Thiam de Thiès. Il vient de publier aux éditions L'Harmattan Sénégal l'essai intitulé « Le chômage au Sénégal, problématiques et pistes de solutions ». Nous recevons le professeur El Hadj Mounirou Ndiaye. Nous allons également recevoir une professeure de français et proviseure à la retraite. Elle vient de publier aux éditions L'Harmattan Sénégal le récit intitulé « Dans la main de Dieu ». Nous avons le plaisir d'accueillir Madame Annie Kodissane. Bonsoir Madame, bonsoir professeur. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Nous allons commencer par vous, professeur Ndiaye. Vous venez nous présenter cet ouvrage qui s'appelle « Le chômage au Sénégal, problématiques et pistes de solutions ». Déjà avec le titre, on voit que c'est un ouvrage très, très ambitieux parce que vraiment traiter de la problématique d'un domaine aussi complexe et je dirais assez insoluble parce que vous nous l'avez dit dans l'ouvrage. Beaucoup de présidents ont fait leur mea culpa parce qu'ils ont dit eux-mêmes que nous avons vraiment échoué. Le président Wade l'a dit avant de quitter le pouvoir que vraiment c'est cette histoire d'emploi des jeunes. Parce qu'on dit souvent emploi des jeunes, mais je pense que c'est l'emploi de tout le monde, hein, parce que même les moins jeunes, parfois, ils ont des problèmes d'emploi. Et le président Macky Sall également l'a dit en 2021 que vraiment ça a été un problème qu'ils n'ont pas pu résoudre. Et vous essayez de nous expliquer que c'est dû à plusieurs raisons. Le fait qu'à chaque fois, on ne parvient pas à solutionner ce problème. Malgré toutes les agences, tous les fonds qu'on a essayé de mettre en place, vous pensez que on n'a pas peut-être examiné le problème comme il fallait? Je pense que cette question du chômage a été le sujet principal lors du forum de Doha en 2013. Et lors de ce forum-là, toutes les autorités, les économistes qui étaient sur place avaient reconnu quand même l'échec des politiques publiques liées à l'emploi. Donc c'est à l'image de ce que le président Macky Sall a déclaré en mars 2021 pour reconnaître l'échec qu'il y a eu sur les politiques de jeunesse. Abdoulaye Wade a fait le même aveu en 2011 en reconnaissant effectivement qu'il avait échoué sur le plan de l'emploi. Et d'ailleurs, si Abdoulaye Wade est venu au pouvoir, comme l'a dit le professeur Matar Diouf, en disant que le parti d'Abdoulaye Wade sonnait en 2000 comme parti de la demande sociale plutôt que parti démocrate du Sénégal. C'était lié à l'échec d'Abdou Diouf sur des politiques de jeunesse. Il faut savoir que le rajeunissement de la population sénégalaise a été amorcé dans les années 70. Et dès 1978, Senghor avait lancé les projets GOPEC, les groupes opérationnels qui finançaient les jeunes du monde rural. Mais malheureusement, ce projet de Senghor qui était basé sur un mécanisme de crédit revolving, c'est-à-dire on prenait ce qui remboursait et on remobilisait les financements vers d'autres jeunes. Mais malheureusement, le taux de recouvrement était de 2%, ce qui fait que les projets GOPEC ont été abandonnés. Absolument. Quand Abdou Diouf est venu au pouvoir en 1980, et il devait en même temps amorcer les plans d'ajustement structurel. Il y avait des plans sociaux, des restructurations d'entreprises publiques, un dégraissement ou bien un désengagement de l'État, ce qui avait fait beaucoup de suppression d'emplois, même le programme départ volontaire. En même temps, il devait créer des emplois. C'est là qu'il avait lancé le programme en 1982, Maîtrisard, avec la création de la SONAGA, Société nationale de garantie. Et des jeunes avaient été financés sur cette base-là pour faire de l'auto-emploi dans le cadre de l'entrepreneuriat. Mais malheureusement, ça n'a pas beaucoup fonctionné parce qu'il fallait en même temps supprimer des emplois. Donc,
il y a eu presque, selon le professeur Matar Diouf, 20 000 emplois détruits à l'époque d'Abdou Diouf, dans les années 80. Alors que autant d'emplois n'avaient pas été créés. Ce qui fait qu'en 2000, vraiment, la demande sociale était très forte et que Abdou Diouf a dû perdre le pouvoir pour Abdoulaye Wade. Donc, pour dire globalement que les politiques d'emploi n'ont pas donné. Mais il faut reconnaître également qu'il n'y a pas eu de politique d'emploi. Il y avait des programmes que j'appelle des artifices dans mon ouvrage. Parce que ce n'est pas des programmes, c'est juste une clientèle politique qui frappe à la porte. On est obligé de trouver un moyen de les apaiser. Mais il n'y avait pas des programmes d'envergure pour prendre en charge toute la jeunesse. Ce qui fait qu'à chaque fois, il y avait donc ce reliquat ou bien ce nombre de jeunes qui n'ont pas été pris en compte, qui à chaque fois tapaient aux portes du Parce que du comme vous le gouvernement. précisez, 70% de la population s'active dans le domaine agricole. Mais on a vu qu'on a essayé aussi d'avoir des programmes dans ce domaine. Vous avez beaucoup parlé du programme du PRODAC, vous avez parlé aussi d'autres programmes qui ont été faits dans ce domaine-là. Pourquoi ça n'a toujours pas marché? Oui, parce que c'est le même problème que le président Abdoulaye Wade a dû affronter en remplaçant Abdou Diouf, que Macky Sall a hérité de Abdoulaye Wade. C'est-à-dire que Abdoulaye Wade n'a pas bien évalué ce qu'Abdou Diouf faisait. Il est venu, il a reconduit des mécanismes que le FNPJ, comme on l'avait fait avec le programme Microjard, pour financer des jeunes. Il avait créé l'OFEJBAN, Office pour l'emploi des jeunes de la banlieue. Il y avait l'ANEJ, Agence nationale d'emploi des jeunes. Il y avait le FNPJ, il y avait également d'autres, le Fonds de promotion féminine. Et tout ceci, c'était des artifices qui étaient là pour apaiser, pour tout simplement gérer la situation. Mais ce n'était pas une politique d'emploi. C'était une politique d'emploi, c'est une politique d'emploi qui tient compte de beaucoup de choses. D'ailleurs, après avoir reconnu qu'ils avaient échoué depuis Bush père, en 1990 sur le chômage aux États-Unis, le président Bush fils avait initié en 2006 My Business, qui était un programme destiné aux jeunes américains, des programmes pilotes. Il y avait des guichets qui étaient créés dans toutes les villes où les jeunes pouvaient venir, on les aidait à s'auto-employer dans le cadre de ça. Et d'ailleurs, ce programme My Business-là a été copié dans beaucoup de pays africains, tels que le Maroc, d'autres pays. Si j'étais un professeur à l'école ou bien à l'université, je vous aurais dit, vous faites du coq à l'âne, là. On est passé, on est passé de nos problèmes sénégalais au problème. Voilà, donc pour vous dire simplement que, voilà, pour dire simplement que c'est pas une question facile. Si des grandes puissances comme les États-Unis ont cette difficulté, un taux de chômage qui atteint les 10%, nous, le taux de chômage officiel, c'est autour de 10%. Trump a fait beaucoup de quoi qu'on puisse dire. Voilà. Maintenant, il faut le lui reconnaître. Voilà, ce qu'il faut reconnaître, c'est que il a réduit le chômage. Il n'y a pas eu les évaluations nécessaires qui auraient dû permettre à Abdoulaye Wade d'ajuster par rapport à ce qu'Abdou Diouf faisait. Le président Macky Sall est arrivé de la même manière qu'Abdoulaye Wade avait créé ANAMA, OFEJBAN, OFNPJ. Lui aussi, il a créé ses instruments financiers tels que le Fonds 6, le Fonds JIP, l'ANPEJ qui a été donc la fusion de l'ANAMA, de l'OFEJBAN et de l'ANEJ. Et il a continué sur la même logique, sans pour autant évaluer ce qui a été fait dans le cadre du plan REVA, par exemple, dans le cadre de la Goana, tout ce que l'État devait faire pour l'insertion des jeunes et la réduction de l'immigration clandestine. Et vous voyez, quand Macky Sall dit qu'il a échoué et que vous constatez cette recrudescence de l'immigration clandestine, vous voyez que donc il y a un échec qui est là. Parce qu'au départ, l'ANIDA a remplacé le REVA. Le REVA est un programme lancé par en 2012, on crée l'ANIDA, Agence nationale d'insertion et développement agricole. Mais malheureusement, malgré tous ces programmes-là, et d'autres programmes que j'ai cités... Non, je vois. C'est que avant de passer la parole à mes camarades, parce que il y a trop de choses à dire dans votre ouvrage. Vraiment, parce que c'est un ouvrage très, très intéressant, qui est bien structuré et qui est peut-être, ce que je dirais, qui est assez accessible et qui est assez concret. Bon, je ne dirais pas que les ivoires qu'on a reçus dernièrement étaient un peu aériens, mais là, vous écrivez de manière assez concrète. Et vous amenez des solutions, et c'est pour ça que c'est intéressant d'analyser votre ouvrage. Mais vous parlez de beaucoup de choses en même temps. C'est pour ça que je veux qu'on essaie de faire un peu point par point. Parce que là, vous parlez de l'immigration clandestine qui est un problème. Mais parfois, quand on l'analyse, on se demande est-ce que c'est lié au problème du chômage directement? Est-ce que c'est pas lié au fait que, comme on le dit ici chaque semaine, que les gens ont le droit de voyager comme ils veulent et que parfois, il y a des gens, même si ça marche chez eux, ils vont partir. Mais là aussi, par rapport à ce que vous avez
essayer de trouver comme piste de solution. Vous avez parlé de l'ajustement de la fonction publique. Et là aussi, c'est un problème. Parce que, comme vous l'avez bien analysé, il y a un paradoxe. On se dit tout le temps qu'on a un déficit de personnel alors qu'on recrute tout le temps. Mais comme vous le dites, on recrute mal. Et pour les mêmes raisons que tout à l'heure, c'est une histoire de clientélisme, c'est une histoire de politique. Donc parfois, c'est-à-dire, je dis que votre livre, il tombe vraiment à point nommé. Il arrive vraiment au bon moment. On se dit que c'est vraiment d'actualité. Mais on se pose des questions. On se dit, est-ce que les mêmes causes ne vont pas entraîner les mêmes effets? Est-ce que des gens qui sont venus au pouvoir de la même manière que leurs prédécesseurs, qui viennent avec tout le temps des coalitions, avec une clientèle politique, est-ce que nous avons pris un bon départ actuellement? Je pense que nous avons parlé de révolution. La révolution, elle a un coût. D'ailleurs, récemment, si vous avez suivi les médias, j'avais dit, en tant que souteneur du régime en place, j'avais dit qu'il ne fallait pas toucher au prix. C'est moi qui l'ai dit. J'ai fait le tour des plateaux pour expliquer ma pensée. J'ai dit qu'une révolution, ça a des moyens. L'État doit avoir les moyens de sa politique d'abord. On parle de révolution sur le plan agricole, de résilience, de sécurité alimentaire, tout ça c'est lié. Avant de creuser dans cela, je vais mettre en rapport même avec l'immigration clandestine. Parce qu'une jeunesse, il faut lui donner de la confiance. Parce que quand dans un pays, 80% des industries naissantes disparaissent au bout de 2 ans, il est risqué d'investir. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai dit, vaut mieux que l'État du Sénégal, le nouveau gouvernement ne touche pas au prix, parce que quand on comprime les prix, on comprime le PIB, et vous avez des dépenses fiscales indésirables en termes de TVA, parce que la TVA est basée sur le prix. Vous devez faire des subventions, ça dissipe vos moyens. Vous mettez trop de moyens pour des prix que vous ne maîtrisez pas. 60% de ce que, ou bien 90% du riz que vous consommez provient de l'Inde. Le soja provient du Brésil. Vous avez la canne à sucre qui provient également du Brésil. Le blé provient voilà, vous avez le blé qui provient de la France, de la Russie, de l'Argentine. Donc, vaut mieux que l'État garde ses moyens, les améliore. Quand vous demandez à un père de famille, vous aidez à colmater des prix qui peuvent baisser, des prix qui peuvent augmenter du jour au lendemain, comme ça s'est passé depuis 2020, ou bien vous permettre d'avoir un autre membre de votre famille qui travaille, le père de famille choisira donc l'autre membre de la famille qui va travailler. Je pense que c'est une question de communication. Parce que quelqu'un m'a dit, est-ce que le gouvernement, il ne vous a pas payé pour dire cela parce qu'ils sont coincés sur la baisse des prix? J'ai dit non. J'analyse, nous sommes à l'orée d'une nouvelle politique. Nous avons un projet à décliner en programme politique. Il nous faudrait prendre la meilleure trajectoire. Pour aujourd'hui, pour régler la question du chômage, il faut d'abord que l'État en ait les moyens. Tout à fait. Une révolution, ça demande des moyens. Aujourd'hui, d'environ 300 milliards de francs CFA en dépenses agricoles, nous devons passer au double. Nous sommes à moins de 6% de ratio dépenses agricoles sur recettes de l'État. Alors que les accords de Maputo parlaient d'un minimum de 10%. Il faudrait aujourd'hui penser que dans l'éducation, dans la révolution numérique, il y a des investissements à faire. Si l'État se met à compresser des prix, à limiter ses moyens, et avoir des problèmes pour faire ces politiques. D'ailleurs, dans ce contexte-là, où il y a des tensions de trésorerie et tensions budgétaires, ça pourrait être hasardeux. Donc c'est pourquoi j'ai dit... Mais pour revenir à ma question, là vous avez fait votre minute de souteneur là, du nouveau régime. Voilà. Mais pour revenir, je veux dire, est-ce qu'on est bien parti pour ne pas refaire les mêmes erreurs? Vous avez parlé de clientélisme, vous avez parlé de décisions politiques. Est-ce que ce n'est pas les mêmes erreurs que nous sommes en train de répéter? Oui, parce que là, pour le savoir, il faut que l'on sache quel est le support, comme le PSE. Le Yonu Yokouté est devenu PSE. Nous avons analysé le PSE depuis 2014 pour dire que ça ne mènera pas à grand-chose. C'est le prochain projet qui sera décliné, donc en programme économique, comme le Premier ministre l'a promis dans 4 mois, qu'on verra quelles sont les orientations que le gouvernement va prendre sur le plan de l'emploi. Mais c'est le moment de les alerter et d'essayer de donner une contribution pour essayer pour ne pas laisser l'État entrer dans des choses qui vont plomber ses actions. C'est pourquoi j'ai dit au départ une révolution, ça a un coût, l'État doit en avoir les moyens. Nous avons fait beaucoup de déclarations dans ce pays. Nous avons une aspiration de souveraineté. Nous avons une aspiration d'indépendance. Il nous faudrait donc avoir les moyens de cette souveraineté-là. Parce que c'est pas aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit sur le franc CFA. J'ai dit, est-ce que vous pensez que tout ce qu'on a eu comme stabilité du franc CFA
maintien, lutte contre l'inflation, là, c'est un cadeau qui nous a été donné. C'est un potentiel qui est là, qui est mobilisé pour nous permettre cette stabilité-là. Si on avait une indépendance monétaire, nous devrions avoir la capacité quand même de remobiliser ce potentiel-là pour stabiliser la monnaie que nous aurons. Donc je pense qu'il faudrait aujourd'hui qu'on sache que l'État doit avoir les moyens. Sur le plan... Parce que l'autre jour, j'ai parlé, je ne vous coupe pas. Il faudrait que j'essaie de vous cadrer, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Parce que oui. vous parlez de la monnaie, vous n'en avez pas parlé dans l'ouvrage. C'était peut-être en fin d'émission, c'était la critique que j'allais vous faire. Vous n'avez pas du tout abordé cette piste de solution qu'est la monnaie. C'est vrai que ça pourrait faire l'objet d'un ouvrage complet, parce que c'est un domaine qui est très... qui est très vaste. Mais là où je vais insister encore une fois, vous avez beaucoup parlé de l'audit de la fonction publique. À chaque gouvernement qui vient, chaque nouveau, j'aime pas le mot régime parce que chaque nouveau gouvernement, je dirais, à chaque nouvelle alternance, on fait cet audit de la fonction publique. Vous avez parlé de la profonde agenciarisation de l'administration. Donc, comme vous dites que quand on fait une révolution, on trouve par exemple qu'il y a trop d'agences. Vous l'avez dit un peu dans l'ouvrage, qui font en général doublon. C'est des agences, on trouve des directions qui font la même chose. Et le côté je dirais, inéquitable de cette situation, le côté injuste, c'est que ceux qui sont venus dans la fonction publique, les fonctionnaires, qui sont passés par les concours et par les examens, ils sont dans une situation qui est beaucoup plus, je dirais, ils sont dans des locaux qui sont beaucoup plus vétustes, ils sont dans des conditions qui sont beaucoup plus difficiles, ils ont des salaires qui sont beaucoup moins attrayants que les gens qui sont dans les agences et qui sont venus par voie politicienne. Et lorsqu'on fait une révolution, déjà on devrait dire, bon, ça c'est pas normal, j'essaie de trouver une solution, je supprime les agences, je renforce les fonctionnaires. Ça, au moins, on peut se dire que les choses vont évoluer. Mais quand vous venez et vous remplacez les directeurs d'agences par d'autres directeurs qui viennent de chez vous, ça, c'est le clientélisme qui continue. C'est très intéressant ce que vous dites. D'ailleurs, si cet ouvrage-là est publié et que j'ai mis piste de solution, c'est que ce n'est pas quelque chose d'arrêté. C'est juste des pistes que nous lançons. Sur la fonction publique, nous avons réservé une bonne partie. Absolument. Il y avait un cabinet MCA Afrique qui avait fait un rapport d'audit sur la rémunération, le système de rémunération, qui a touché la question des effectifs. J'ai bien cité leur rapport. On a beaucoup parlé. Et pour vous dire simplement, l'autre jour, on parlait de pointage. Quand vous faites pointer à quelqu'un qui n'a pas de tâche, parce que c'est un sur-effectif, ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas, on a des horaires de travail. Tout à fait. Il ne peut pas y avoir horaire sans travail. Il y a des gens qui ont été recrutés dans les administrations sans tâche. C'est comme vous partez à la poste ou bien à l'aéroport ou partout. Il y a des sous-effectifs énormes au niveau de la Sénélec, il y en a. Donc, alors qu'on a besoin de gens. Voilà, on a besoin de ces gens. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, l'autre jour, je taquinais un ami, je lui dis, mais il y avait en plein jour de la fumée qui partait. Quelqu'un avait mis de la fumée, il essayait je ne sais pas, d'incinérer des ordures ou quelque chose comme ça. Après, on est parti, j'ai vu un bœuf qui est mort, qui a été jeté dans la rue. J'ai dit, mais est-ce qu'on ne devrait pas créer dans ce pays-là ce qu'on appelle des auxiliaires du cadre de vie? C'est un corps qu'on peut créer où on met des gens sans tâche qui vont aller visiter, avoir des locaux. Si quelqu'un a un bœuf à jeter, c'est le cadre de vie, c'est le tourisme. Si quelqu'un a des choses à incinérer, on l'organise. Je pense qu'il y a... Évidemment, il y a tellement de choses à faire. Mais le problème, c'est d'abord la volonté politique au sommet. C'est-à-dire que les idées que vous avez là, il y en a à foison. Il y a beaucoup de choses qui sont à faire. C'est un chantier colossal. Mais il faudrait qu'au départ, avoir des signaux. Comme vous parlez de révolution, nous, on veut sentir la révolution. Les signaux, c'est comme vous dites, le président Sall est venu, il a trouvé 52 agences, vous en avez parlé. Là où je ne suis pas très d'accord, vous avez dit qu'il les a supprimées. Moi, je n'ai pas vu qu'il les avait supprimées. Bon, si vous avez des données sur ça, peut-être que... Non, il en a supprimé. Voilà, mais il n'a pas... Parce que moi, j'ai bien suivi cette affaire. Quand il est venu en 2012, la première chose que j'attendais, c'était la cohérence. Est-ce qu'il allait supprimer de ces agences qui ont fait doublon? Quelqu'un qui vient, qui dit que je remets les choses en place, la première des choses pour moi à faire, c'est de supprimer les agences. Il ne l'a pas fait. Actuellement, je ne vois pas
de velléité de supprimer les agences. Au contraire, on nomme des gens qui reprennent la place des gens aux agences. On parle de révolution, ben on espère que ça va venir, je sais pas. Laura? Non, je pense, oui. Je pense la parole à Laura, comme ça vous allez continuer le débat. Bonsoir professeur. Bonsoir Laura. Félicitations pour cet ouvrage. Je pense que, comme Alioune l'a dit, il vient vraiment à son heure. Et c'est vrai que déjà parce que la thématique, elle est plus que cruciale. Et on voit que la compétence pour l'analyser, pour y proposer des solutions est là, hein, parce que je pense qu'on a un excellent candidat pour en parler, en tout cas aujourd'hui. Il y a une bonne partie que vous avez accordée à expliquer un peu justement qu'est-ce qu'on devrait refonder, remodeler. Il y a ce champ lexical qui revient vraiment du renouveau dans tout l'ouvrage. Vous démarrez en nous disant que l'obtention de résultats positifs dans les politiques de l'emploi devra commencer justement dans le remodelage de l'action publique, la refondation de l'économie. Ça, c'est dans la partie sur l'état des lieux un peu de la question de l'emploi et du chômage au Sénégal. Et effectivement, comme je disais, ce vocabulaire-là, il revient beaucoup. On parle de renouvellement, on parle de refonte, on parle de refondation. C'est comme si en fait vous vous inscriviez justement dans cette dynamique de nouveauté-là. Et justement avec le gouvernement, le nouveau gouvernement, on a beaucoup parlé de rupture. Pour vous, où est-ce que doit se situer justement le point de rupture au niveau économique pour endiguer de mieux en mieux finalement ce problème-là du chômage et de l'emploi? Parce que vous avez dit à la page 70 que la croissance économique non inclusive et non créatrice d'emplois trouve son explication dans les choix politiques qui ont constamment privilégié les investisseurs étrangers et leur ont souvent octroyé la part du lion des marchés publics au grand détriment du secteur privé national, et que voilà, il s'agissait d'une absence de volonté politique. Est-ce que ce point-là précisément fait partie de ce que vous considéreriez comme une rupture à ce niveau-là? Oui, je pense que entre la relance et la refondation, j'ai préféré la refondation. Parce qu'on ne peut pas relancer des problèmes. Vous prenez une économie, vous dites relance. Depuis combien de temps Abdou Diouf nous a parlé de relance, Senghor nous a parlé de relance, Abdoulaye Wade de relance. Donc il faut aujourd'hui refonder. Pour refonder l'économie, comme dit Alioune, il faut de la volonté politique. Je pense qu'aujourd'hui, nous savons que le PIB a 3 destinations. Ce que nous créons comme richesse. Une première destination, c'est les profits, les super-profits et les surprofits des capitalistes. C'est colossal. Si vous regardez tout l'argent qui entre dans la poche des multinationales et de ces gens-là qui viennent pour... Ces gens-là, ils font du tedoumouna ou quoi dans ce pays. Ensuite, vous avez les salariés. Au niveau de l'administration, par exemple, les sursalaires, les indemnités, tout ça. Le reste, c'est l'argent qui est dissimulé par des paradis fiscaux, le détournement de l'argent public. Donc il faut agir sur ces 3 niveaux-là pour refonder l'économie. Sur le plan étatique. Je pense que d'ailleurs, au niveau du projet qui est véhiculé, il y a une logique importante qui est bien dégagée. C'est d'abord la question de la souveraineté, qui peut être un objet important de refondation de l'économie. Vous avez la question de l'extraversion de notre économie, comme je l'ai écrit pour dire que nous taillons notre climat des affaires trop pour l'intérêt des multinationales. Et je fais là-bas, je jette une grosse pierre. À l'université, nous avons des déficits budgétaires. Je ne peux pas comprendre. À l'université, chaque fois, on nous prend nos produits, on forme des jeunes, les multinationales les embauchent au niveau de leurs activités, au niveau du port, au niveau du bâtiment et partout. On prend 600 milliards de francs CFA, on fait des cadeaux fiscaux à ces multinationales-là, alors que l'université a des déficits de 15 milliards de francs CFA. Ce que je trouve anormal. Il faudrait aujourd'hui que, pour refonder l'économie, qu'on sache qu'il faut réguler le capitalisme, il faut encadrer les profits. C'est pourquoi d'ailleurs, la seule agence qui vaille aujourd'hui, c'est l'Agence nationale de régulation économique. C'est ce que j'ai proposé. J'ai dit qu'il faudrait aujourd'hui, quand on parle de baisse de prix, il vaut mieux partir par la régulation. Parce qu'il y a des coûts qu'on ne maîtrise pas, il y a des coûts qu'on déclare qu'on ne connaît pas. Un régulateur pourrait être là pour vérifier ces coûts-là, cataloguer les coûts pour dire effectivement, vous avez engagé tel coût, on vous fixe tel prix. Mais si un importateur part... Quoi qu'il existe déjà une direction pour ça, une direction... Oui, mais il faut... Parce que moi, je travaille avec l'ARM, l'Agence de régulation des marchés. Mais avec leurs maigres moyens, ils ne peuvent pas faire la régulation qu'on leur demande. Même sur les denrées alimentaires telles que l'oignon, la pomme de terre, ils peinent. L'ARM peine aujourd'hui à faire son travail. Il faut aujourd'hui qu'on crée une bonne agence de régulation nationale et refonder l'économie à travers cela sur le plan de la régulation économique pour voir la teneur en emploi du PIB. Parce que on nous dit que le PIB du Sénégal est à 22 000 milliards de francs CFA. Mais si vous regardez la teneur en emploi, l'essentiel de cet argent-là est dissimulé par la corruption, par les concussions, les malversations, les paradis fiscaux. L'autre est fait sur profit, des cadeaux fiscaux pour les multinationales. Une autre partie est partie dans l'oligarchie et les lobbies qui sont au niveau des administrations pour percevoir des salaires et faire ce qu'ils veulent. Je pense qu'il faut refonder l'économie à travers cela. Et je pense qu'aujourd'hui, on a l'occasion de le faire.
Et j'ai dit l'autre jour, pour ne pas dire, pour revenir un peu à ma défense, j'ai dit que rien que le fait de nous faire entrevoir une possibilité de refondation, de rupture dans ce pays-là, fait de Ousmane Sonko une personne qui est très méritante. Moi, j'ai dit, il faudrait aujourd'hui suivre et que les Sénégalais sachent que nous avons 2 défis majeurs. Le premier défi, c'est un défi économique. Et ce défi-là dépend de notre défi, c'est le défi des mentalités. Il faudrait aujourd'hui que la mentalité même de l'investisseur sénégalais change. On nous dit souvent, quand vous voyez des présidents partir à l'étranger, quand Macron il part à l'étranger, il part avec des investisseurs français pour trouver des opportunités. Bah oui. Quand le roi du Maroc voyage, il part avec des entreprises marocaines. Mais pourquoi quand le président du Sénégal part en voyage, il ne part pas avec le secteur privé sénégalais? Parce que c'est des entreprises familiales qui ne sont pas ouvertes. Il y a une certaine mentalité. Le président Diomaye Faye n'a aucun... C'est un autre débat. On va en parler, le problème des entreprises familiales. Je ne suis pas très d'accord avec ce groupe. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises familiales qui sont des entreprises à succès, qui sont des champions actuellement. Vous avez parfaitement raison. Ouais. Moi, je vous dis simplement que... Ça veut dire que si une entreprise appartient à 2 personnes, ça peut être moins intéressant pour l'État. Si le capital est ouvert aux Sénégalais et que ça intéresse plusieurs Sénégalais, ça pourrait intéresser le président pour lui trouver des opportunités. Donc il faudrait qu'on migre. Aujourd'hui, la durée de vie de l'entreprise sénégalaise en moyenne, c'est 33 ans, selon les chiffres de la NSD. L'entreprise familiale. Michelin. L'entreprise familiale, parce que là, comme vous y venez, parce que j'allais en parler, vous parlez de 33 ans pour les entreprises familiales. Non, en moyenne. Oui, parce que vous avez dit entreprise familiale dans votre ouvrage. Non, j'ai dit que les entreprises sont généralement d'obédience familiale. Oui, vous avez dit que la non, l'entreprise sénégalaise, non. Ah bon, j'ai dit, donc vous avez mal exprimé. Parce que vous avez dit que la durée de vie des entreprises, c'est en général 2 ans. 80%. Non, ça c'est... du point de vue des initiatives qu'on prend. Oui, 80% des entreprises nouvellement créées, 80% ça, c'est des chiffres qui sont là. Meurent au bout de 2 ans. Mais vous voyez des entreprises familiales qui durent 33 ans. Moi, par exemple, Ndiaga Ndiaye, c'est une entreprise familiale. Elle dure jusqu'à présent. Je comprends. Voilà, donc vous prenez SAIM Québec. Ça dure jusqu'à présent. Vous prenez, je ne sais pas, ceux qui ont construit la belle tour ici, là, c'est une entreprise familiale. Et c'est une entreprise qui marche. CCBM. Mais ça implique combien de Sénégalais du point de vue du capital? C'est pas le capital qui compte, c'est les Sénégalais qu'on emploie, c'est la valeur ajoutée. Non, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Non, c'est là où on est. C'est là où il y a la classe. C'est là où il y a la classe. Non, c'est-à-dire que même Cheikh Ibra Fall, le patrimoine qu'il a, il a ses descendants qui gèrent ça jusqu'à présent. Et c'est une entreprise familiale. Je connais beaucoup d'entreprises familiales qui fonctionnent à merveille. Mais aujourd'hui, quand on vous dit que il y a 48 498 000 entreprises sénégalaises, les 2% seulement sont formels. Donc vous voyez que 98% de l'économie sénégalaise est informelle. Oui, ça n'a rien à voir avec l'entreprise familiale. Toutes les entreprises que je viens de vous citer sont formelles. Elles sont familiales. C'est lié. L'informalité est liée à la familiarisation des entreprises. Les entreprises, les champions que je viens de vous citer, c'est tous des entreprises formelles. Non, c'est lié. Non, c'est-à-dire que moi, ce que je voudrais... Bon, après, il ne faut pas oublier Laura. Je ne veux pas... Voilà, je ne veux pas personnaliser les choses. On aurait pu faire 2 heures sur son ouvrage. Aujourd'hui, c'est très chaud. Hein. Non, pas du tout. Je parle pour un pays. Je parle pour un pays. Il faut éviter de personnaliser les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... C'est vous qui personnalisez. Parce que vous avez cité des noms, moi je n'ai pas cité de noms. Non, je n'ai pas cité de noms. Ah si, vous avez cité le Premier ministre. Donc vous personnalisez. Ah non, ça c'était autre chose. Moi, je parle de l'ouvrage. Non, d'accord. Moi, je parle de l'ouvrage. Moi, je parle de ce qu'il y a dans l'ouvrage. Ça, c'était juste... Voilà, personnalisation. Voilà, personnalisation, il n'y a pas de souci. Mais moi, ce que je voudrais dire, ce que j'ai écrit dans mon ouvrage, sur l'entreprise sénégalaise en général, je ne dis pas que ce qui s'est fait est mauvais. Moi, je dis qu'il faudrait refonder pour voir quelle est la meilleure trajectoire. Parce que généralement... On est d'accord. Moi, j'ai adoré votre ouvrage. Je pense que... Vous avez de bonnes idées dedans, mais... Vous avez créé plusieurs instruments. L'ADPME, le bureau de mise à niveau. Même la ZEPEX accompagne des entreprises. On a créé l'ADER pour accompagner les gens. C'est très bien. Mais en même temps... Pour moi, c'est trop. Il faut que la mentalité du Sénégalais évolue dans le sens où, quand l'État veut contrôler... Parce que quand on dit informel, c'est ce que l'État ne contrôle pas. C'est aussi simple que ça. Maintenant... Il faut que la mentalité évolue dans le sens où nous avons un secteur privé à bâtir. Nous ne sommes pas contre des milliardaires qui naissent. Mais il faut qu'ils fassent confiance à l'État, dans le sens où il faut que, si ces entreprises-là ont des difficultés,
l'État pourra les accompagner à surmonter ces difficultés-là. Et que si ces entreprises-là se portent bien, ils doivent impacter le recette fiscale de l'État. Il y a beaucoup d'évasion et de fraude fiscale. C'est pas parce qu'ils sont les malhonnêtes. fraudes fiscales, comme vous l'avez bien dit là-dedans, c'est des cadeaux fiscaux qu'on fait aux entreprises étrangères la plupart du temps. Ouais. Vous avez même, je pense, fait une critique, à mon avis, pertinente pour dire qu'on met trop de pression sur les entreprises, les petites entreprises, les PME, qui périclitent. Alors qu'on fait des cadeaux fiscaux aux entreprises. C'est pourquoi j'ai dit que il faudrait que la mentalité évolue dans le sens où l'État n'est pas seulement là pour les taxer. L'État est également là pour avoir une certaine maîtrise de leurs activités, de ce qu'ils font. Si ces entreprises-là devraient même être accompagnées pour s'installer à l'étranger, que l'État puisse aménager le climat des affaires dans le cadre d'une coopération gagnant-gagnant réciproque, parce que la facilité avec laquelle une entreprise chinoise s'installe au Sénégal devrait être la même facilité pour une PME sénégalaise. C'est dans ce sens-là que je dis qu'il faut que les mentalités changent. Tout ce qu'on espère, c'est que la pression fiscale ne va pas se faire sur les PME. Parce que maintenant qu'on a un gouvernement d'inspecteurs des impôts, je pense que il faut que la pression se fasse sur les multinationales et pas sur nous. Effectivement. Tierno. Vous avez raison. Bon, moi j'ai beaucoup aimé votre ouvrage parce que c'est très bien écrit déjà. Et au départ, je me suis dit, est-ce que c'est pas un chercheur qui va nous ramener des idéologies ou des concepts étrangers, qui va beaucoup être dans le citationnisme, qui va citer de grands auteurs, etc. Mais après, tout de suite, j'ai été capté par les propositions de solutions. Absolument. Et ça, j'ai aimé vraiment. Vous êtes entré dans l'écosystème économique du Sénégal et vous avez réfléchi. Vous avez été dans une dynamique de proposition. Et ça, c'est bien. Parce que pour moi, depuis 60 ans, nous avons beaucoup d'agrégés en économie. Nous avons beaucoup de gens qui pensent l'économie sénégalaise. Absolument. Mais nous sommes encore, malheureusement, un pays qui ne décolle pas. Et donc, j'ai aimé cette partie-là. J'ai aimé aussi surtout, et c'était peut-être une question quand même que je voulais vous poser plus tôt, la partie de prospective. Parce que je pense que nous ne faisons pas assez de prospective dans nos pays. Nous n'espionnons pas l'avenir pour parler comme Paloma. C'est-à-dire que nous n'allons pas à la rencontre des dynamiques conjoncturelles mais structurelles qui vont survenir dans l'avenir. Et pour moi, c'est important. Le Covid, par exemple, il y a 10 ans, on ne pensait pas que ça allait survenir. Personnellement, je pensais que c'était une aubaine. Avec ce Covid, on aurait pu être déconnecté définitivement de l'économie capitaliste en investissant sur notre économie et sur notre potentiel, par exemple, agricole, etc. Malheureusement, on l'a pas fait. Ce que moi, par exemple, aussi, j'ai aimé, c'est le fait que vous avez fait un diagnostic sans complaisance du PSE, qui pour moi n'aurait jamais dû quitter le nom de Yonou Yokote, mais on parle de plan Sénégal émergent. Bon, déjà, pour moi, même, ça ne nous ressemble pas et ne nous rassemble pas par la langue. Et malheureusement, ça a échoué. Ce n'est pas vous qui le dites, ce n'est pas moi, c'est le président Macky Sall himself qui le dit. Et auparavant, aussi, le président Wade je pense qu'il y a un rendez-vous d'échec de nos deux précédents régimes dans la question du chômage, et c'est extrêmement grave. Espérons qu'on va définitivement sortir de cela pour amorcer un virage, effectivement, d'emploi. Moi, je n'aime pas lutter contre le chômage, j'aime plutôt amorcer l'emploi, pour moi, pour parler très positivement. Et donc, moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est par rapport d'abord à l'économie de l'éthique. Est-ce que vous pensez que pour enclencher ce virage de solutions pour l'employabilité des jeunes, il ne faudrait pas d'abord que tous ces gens-là qu'on a épinglés dans ces rapports ces derniers jours, on a un carnage financier. Et toute cette manne financière peut être un point de départ pour financer cette relance économique ou cette refondation-là. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait aller jusqu'au bout avec ce nouveau régime-là? Et la deuxième question rapidement, c'est que est-ce que vous ne pensez pas que pour gagner le pari de l'employabilité des jeunes, au-delà d'être dans une dynamique macro, est-ce qu'il ne faut pas avoir une intelligence d'approche au niveau des territoires? Mieux financer les collectivités territoriales, faire en sorte que les jeunes dans leur zone, etc., les PME, etc., aient des moyens pour plier des activités et des industries dans toutes les zones du Sénégal pour décentrer l'économie côtière dans laquelle nous sommes depuis le temps colonial. C'est les questions que je voulais poser. Oui, je pense que déjà vous avez commencé par une préoccupation importante. Nous sommes à l'ère de l'économie numérique. Et tous les efforts que nous faisons pour créer des emplois peuvent être anéantis par le chômage silencieux qui est causé par la révolution numérique. Aujourd'hui, beaucoup de plateformes numériques ne sont pas africaines, ne sont pas résilientes à ce niveau. Exactement.
Il y a Auchan qui va peut-être dans quelques années se séparer de ces caisses. Il n'y aura plus besoin de ça. Ce sera l'intelligence artificielle. Vous payez en carte. Il y a la Société Générale qui avait déclaré que dans quelques années, elle n'aura plus besoin de guichetier. Donc vous voyez que même au niveau du traitement de l'information, il n'y a plus besoin d'individus pour traiter l'information. C'est stocké rapidement. Donc, si nous ne faisons pas le nécessaire, tout ce que nous allons faire comme effort va être annihilé, anéanti par la révolution numérique. Ce qui fait de la prospective vraiment une préoccupation importante et fondamentale. D'ailleurs, pour vous donner la preuve qu'il n'y a pas de problème, il y a un problème de prospective, c'est que quand Macky Sall venait au pouvoir, il avait promis 500 000 emplois pour 7 ans. Ce qui fait 72 000 emplois. Pas ambitieux pour voilà, moi. ce qui fait 72 000 emplois par année. Alors qu'en même temps, quand il arrivait, il savait qu'il va arriver dans une période où il y avait 240 000 nouveaux demandeurs d'emploi. Chaque année. Par année. Et que ceci allait être 340 000 en 2024. Et 416 000 en 2025. Donc il fallait faire de la prospective pour voir quel est le nombre d'emplois à créer. Et suivre ce mouvement-là pour résorber le chômage. Le chômage, on ne peut pas l'éradiquer. On résorbe un peu et on essaie d'être dans des pistes pour trouver des solutions. C'est ce que j'ai essayé de développer ici. Donc pour vous dire simplement que la chose n'est pas très aisée. Mais d'un point de vue microéconomique, effectivement, quand on parle de macroéconomiquement, ça peut être peut-être incompréhensible ou bien ça peut prendre des proportions un peu aériennes, comme dit Aline. Parce que maintenant, concrètement, Oui. Dans l'économie réelle, moi, c'est ça qui l'économie réelle, m'intéresse. ça dit qu'aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, c'est que dans le court et moyen terme, comment on peut créer une mécanique qui permet de générer des centaines de milliers d'emplois. Je l'ai dit au niveau de la fonction publique. Non seulement il y a un premier travail de redéploiement des fonctionnaires pour leur trouver des tâches à faire, parce que moi je ne me trouve pas gênant que quelqu'un qui est à l'aéroport qui ne fait rien, qu'on remobilise vers le nettoyage pour qu'il nettoie quelque chose, si c'est son travail, ou bien qu'on remobilise pour le cadre de vie. Je pense qu'il faut faire ce travail d'optimisation de l'utilisation des ressources humaines de l'État. Dans un deuxième temps, c'est que si l'État fait... En sachant qu'ils ne sont qu'1% de la population, quand même. Ils sont moins de 170 000. Oui, mais 170 000, c'est sans les corps émergents. Le nombre de fonctionnaires, quand on paye 106 milliards par mois, c'est pas 171 000. Mais on le paye à qui? Voilà, on paye à d'autres individus. Peut-être que... Vous savez, l'UEMOA dit que le ratio salaire de l'État sur recette fiscale ne doit pas dépasser 35%. Les États font tout pour être en deçà de 55%. Donc il y a beaucoup de corps qui sont exclus du calcul. C'est comme quand je vois le ministre des Finances, Mamoudou Moustapha, très pertinent, me dit que Mounir, nous, on met le service de la dette dans le calcul. Ce qui fait que donc on enlève également dans le cadre de la dette des entreprises parapubliques qui peuvent avoir leur équilibre personnel. Parce qu'effectivement, il a raison. La Sénélec peut faire son équilibre financier, aller emprunter sans que l'État ne fasse rien. Ça dépend de ses résultats et des banques. Donc on évalue pour voir est-ce qu'elle peut emprunter ou pas. La SAPCO, toutes les entreprises publiques. Donc si on met la dette des entreprises publiques, effectivement le ratio de dette sur le PIB dépasse 75%. Mais si on ne les prend pas en compte, c'est 68%. C'est pourquoi l'État avait insisté sur le fait que la dette fait 68%. Je suis d'accord avec ça. Mais en faisant ce que vous dites, fermant le robinet à tout ce qui est concussion, corruption, malversation dans l'État, en ayant cueillir même, en étant très rigoureux sur les rapports, pour prendre cet argent-là, l'État aura les moyens pour résorber ses déficits d'effectifs. Vous savez, peut-être au niveau de l'éducation, de l'enseignement supérieur. Nous sommes moins de 40 enseignants-chercheurs pour toute une IFR. Nous comptons sur presque 100 vacataires. Donc, il faudrait faire les recrutements au niveau de l'université. Au niveau des partenaires personnels, administratifs, techniques et de services, il y a beaucoup de recrutements à faire. Il y a des gens qu'on met en stage, 5 avenants de stage, 5 contrats de stage. Alors que les textes disent qu'il ne faut pas dépasser 2. Même les administrations publiques sont obligées de faire usage à ces pratiques-là. Donc, il y a un potentiel de création d'emplois inouï si on applique les législations du travail. Parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai entendu dire que oui, le littoral, il faut prendre les bâtiments, on a donné à telle personne. Il faut arrêter cette logique-là. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas concevoir qu'on prend un terrain qui aurait pu être un centre commercial où 1000 jeunes travaillent. On l'octroie à une personne qui met des bâtiments, informellement, il encaisse des locations, il ne paye pas l'impôt et ça échappe à l'État. En sachant que le littoral, déjà, on ne doit pas le donner à des privés. Voilà, vous parlez du littoral, ça, c'est un cas. Non, moi, je parle même de moyen général. D'accord. Le littoral ne doit rien avoir du tout Donc, il faut aujourd'hui qu'on optimise, même dans ce sens-là. Concrètement,
il y a un nombre impressionnant d'emplois qu'on peut créer dans le court terme et le long terme. D'ailleurs, au niveau de l'État, je l'ai dit tout à l'heure, c'est possible de créer des emplois si on optimise, on coupe les malversations, les slacks, ce que j'appelle des slacks, on les arrête, l'État maximise ses recettes, optimise et rationalise les dépenses fiscales. Il y aura vraiment une marge financière permettant de résorber les déficits d'effectifs de l'État et même d'avoir les moyens du financement du chômage. Parce que j'ai entendu dire qu'effectivement, et c'est une bonne proposition, que l'ADER, le BND, tout ça vont être fusionnés pour donner une seule structure. Il faut créer une banque. Une banque d'investissement. Tout à l'heure, Laura a posé la question sur la refondation. Alune a parlé de la monnaie. La monnaie, je l'ai abordée un peu, parce que je l'ai abordée dans un autre ouvrage. C'est Économie du Sénégal, revue en toute transversale. C'est pourquoi je ne suis pas revenu sur ça, je suis venu juste attaquer la question du chômage. Mais aujourd'hui, quand on vous dit que j'ai un jour dit dans un séminaire à Grenoble, il y avait des grands économistes, Dominique Plion et tout le monde. J'ai dit que l'OPEP, avec 59% du pétrole mondial, a créé un cartel et manipule les prix comme elle veut. Organisation des pays exportateurs de pétrole. Je lui ai dit que pour un bien aussi important que le cacao, vous l'avez dit, 39%, ça, c'est clair, 39% est produit en Côte d'Ivoire, 21% au Ghana, 5% au Cameroun, 5% au Ghana, 5% au Nigeria, 75% en Afrique. Pourquoi il n'y a pas de cartel africain du cacao? Parce qu'effectivement, pour exploiter le cacao, il faut maîtriser les circuits financiers. C'est une question de souveraineté. Voilà, il faut les financements, il faut des péniches, des bateaux. Il faut aller. Donc tout ce capital-là et cette logistique-là, le secteur privé africain ne l'a pas. Et aujourd'hui, on ne peut pas développer le secteur privé africain si on ne maîtrise pas la chaîne finance. de valeur. Et donc l'indépendance monétaire, rien que pour cela, il nous faudrait avoir cette possibilité. On n'aura pas le temps d'aborder tous ces problèmes. Parce que là on peut rattraper par le temps. Parce que, je ne sais pas, quand vous parlez de chômage, vous en avez parlé dans l'ouvrage, vous n'en parlez pas maintenant là, mais parce que je pense qu'on ne pourra pas avoir tous les emplois qu'il faudra pour peut-être résorber ça sans parler de l'agriculture. Vous en avez beaucoup parlé dans l'ouvrage, mais là, vous parlez beaucoup de la fonction publique qui ne pourra pas régler ce problème-là. Je pense que vraiment... Non, la fonction publique, c'est la fonction publique. C'est une portion congrue. Voilà, c'est fondamental. Il faut reposer sur une administration quand même qualifiée, bien sûr, complète. Oui, c'est la locomotive. Affronter les défauts de défis de demain. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a un travail à faire. Oui, bien sûr. Nous avons 171 000 fonctionnaires, mais si on travaille bien, on peut passer à 300 000. Donc il y a 130 000 fonctionnaires de nouveau qu'on peut créer. Si on optimise les moyens de l'État, en sachant que nous sommes 18 millions. Il faudrait donc que les gens sachent que ça c'est possible. Maintenant, sur le plan agricole, moi j'ai dit que 80% des besoins d'emploi pour caser les jeunes peuvent être trouvés au niveau... Absolument, ça je pense que c'est clair. Et il faudrait pour cela lever les contraintes qu'il y a au niveau de l'agriculture et faire les aménagements nécessaires. D'ailleurs... Là, je ne suis pas d'accord, mais je ne vais pas rebondir là-dessus parce que sinon, ça va nous prendre toute l'émission. Je ne suis pas d'accord pour... beaucoup de gens proposent le fait qu'il faudrait... faire des titres fonciers, que les gens puissent aller... Non, moi, je n'ai pas dit ça. Oui, non, vous êtes un peu contre les exploitations familiales. Il faut les aider. Vous n'êtes pas tout à fait contre, mais vous dites... Non, mais vous n'avez pas lu alors. Mais j'ai tout lu. Moi, j'ai dit... J'ai tout lu. Dans l'ouvrage, non, c'est pour rectifier. Oui. Dans l'ouvrage, il faut lire. D'ailleurs, j'ai été chargé par le CNCR pour écrire un rapport il y a 2 ans sur l'agriculture familiale. C'est ce qui m'a donné beaucoup d'idées parce que j'ai fait beaucoup d'investigations. J'ai dit... L'agriculture familiale, c'est 90% Absolument. de l'agriculture sénégalaise et 59% de l'emploi. Si l'État modernise l'agriculture familiale, la professionnalise et l'appuie, ça pourrait quand même permettre de régler beaucoup de problèmes liés à la productivité et à l'emploi au niveau agricole. Mais je n'ai pas attaqué l'agriculture familiale. Je les ai défendus et j'ai demandé à l'État de se focaliser d'ailleurs. C'est que les solutions vous parlez de solutions, c'est un peu les mêmes solutions qu'on voit un peu dans les projets. Ça veut dire qu'on dit toujours qu'il faudrait qu'ils aient accès à la terre, qu'ils puissent avoir des titres fonciers, que comme ça ils pourront avoir des financements au niveau des banques. Moi je me dis que est-ce que c'est ça tout le temps c'est la Est-ce que vous savez que moi je crois tout à fait le contraire? D'accord. Vous savez, moi j'ai pas écrit ça, mais je crois fortement à la théorie physiocrate. Vous connaissez la théorie physiocrate? François Quesnay, 1754. Non. Les physiocrates, on les appelait, on les considérait comme une secte. En économie, quand on parle de l'agriculture, on dit physio, nature, crate, pouvoir de la nature. Les physiocrates considéraient que la valeur ne peut provenir que de l'agriculture. Parce que l'agriculture, la nature ne se fait pas payer. Vous partez à la mer, vous prenez un poisson, la mer ne vous demande pas de payer.
Vous partez à la forêt, vous prenez un arbre, vous le coupez, la forêt ne vous demande pas de payer. Vous mettez de la semence sur terre, vous produisez, la terre ne demande pas de payer. Donc la vraie valeur provient de la terre. Et les physiocrates étaient foncièrement contre le financement externe. Ils voulaient un autre financement de l'agriculture parce qu'ils disent qu'il y a possibilité de ne pas dépendre des financements externes. Ce que vous êtes en train de dire me renvoie beaucoup à... Non, j'avais surligné ce qu'il avait dit. Dans la main de Dieu. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas besoin de s'endetter. Il y a un modèle qu'on peut créer au niveau du monde rural pour permettre aux jeunes de travailler. Bon, je ne veux pas parler de la MMT, mais la Modern Monetary Theory, là. Mais je sais que nous avons un potentiel foncier qui peut être un support pour révolutionner l'agriculture. Oui. Et en ne sollicitant pas des... Parce qu'en page 135, vous dites la prééminence de l'agriculture familiale. 90% des exploitations agricoles au Sénégal est elle-même une contrainte sectorielle et structurelle qui limite la productivité et la rentabilité de l'activité agricole. Je veux dire, c'est clair. Donc, dès lors, une bonne synergie de redressement de l'agriculture familiale devrait avoir un cadre. Voilà. D'accord. Non, mais je veux dire que déjà, non, il dit que c'est une contrainte sectorielle et structurelle. Moi, je suis pas d'accord. Maintenant, permettre de migrer d'une agriculture familiale de subsistance à une agriculture familiale, commerciale, transformatrice. C'est une solution qu'il a pas. Voilà. Oui, non, je sais. Non, c'est comme ça. J'ai mis un bémol. J'ai dit, il n'est pas contre. Oui. Mais il propose des pistes de solutions sur lesquelles je suis pas d'accord. Mais là, il faut qu'on passe. Oui, mais c'est toi qui... Non, mais c'est que... Non, je juste demander à Mme Colli ce que vous pensez un peu de ce qu'on vient de dire, parce que je pense qu'elle a son avis sur ça. Depuis que je vous écoute parler, oui. je suis complètement dans le bain, mais je me dis, quelle est la place de la formation? Parce que moi, je suis enseignante. Absolument. Il en a parlé quand même, en tant qu'enseignant aussi. Quelle est la place de la formation? Absolument. Est-ce que cette formation est orientée vers les besoins? Est-ce que les besoins ont été évalués? Voilà. Oui, je pense que d'ailleurs, en abordant la question de l'économie numérique, je me suis offusqué. Bon, je n'ai pas noté ça. Par exemple, l'année dernière, il y avait plus de 150 000 candidats au bac. Il n'y avait que 550 qui faisaient la bac série S1. Pour un pays qui aspire à la révolution numérique, au développement technologique. C'est pourquoi j'ai proposé un remodelage au niveau de la formation de l'enseignement technique et professionnel au Sénégal pour calquer ça sur la révolution numérique exclusivement. D'ailleurs, les 11 propositions de la CNAE sont tout à fait pertinentes. Ils ont été formulées en 2013, mais ça n'a pas été suivi. Il y a l'ANAQ-Sup qui a été créé, Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, qui fait un travail extraordinaire pour permettre aux enseignements de suivre des normes et des standards. Voilà. Maintenant, il faudrait aujourd'hui, sur le point de la formation, quand j'ai parlé d'agriculture, moi j'ai fait 59 villages pour l'EPAR, Initiative Prospective Agricole et Rurale, dans le cadre de Natal Mbaye, qui a été financé par l'USAID. Nous sommes partis au sud, nous avons fait 59 villages pour faire un rapport sur la mangue. Et je vous dis que si la formation, l'accompagnement sur le plan de la certification, les codes FRA, les codes barres, l'accompagnement sur le plan du fonds de roulement pouvait être fait, rien que sur la mangue, vous avez une manne de création d'emplois extraordinaire pour les jeunes femmes qui travaillent comme transformatrices dans ce niveau-là. Parce que donc, la formation, les renforcements de capacités, l'université, c'est vraiment le fondement, comme vous dites. La recherche, développement, l'innovation. Je pense que tout ça, c'est bien abordé dans l'ouvrage. Et il faudrait vraiment une politique appropriée à ce niveau-là pour permettre d'être résilient. Excellent ouvrage, également excellent ouvrage qu'on va aborder maintenant également pour terminer cette première partie. C'est un récit de Mme Colli Sané que nous avons eu le plaisir de recevoir il y a quelques temps. Je pense que c'était la période du 8 mars, parce que vous aviez sorti un ouvrage collectif, un cri du cœur, je pense, sur une poésie, un recueil de poèmes. Une anthologie poétique. Absolument, une anthologie poétique. Moi, j'étais déjà tombé sous le charme, sous votre charme. J'espère que M. Colli ne me dira rien, mais bon. Mais là, déjà, j'étais tombé sous votre charme. Mais quand j'ai lu votre ouvrage, là c'était... Là, vraiment, en plus, parce que j'avais pas fait trop le rapprochement quand même lorsqu'on vous a reçu la dernière fois. Je ne voyais pas en vous la proviseure du lycée Thierno Nourtal qui était rescapé de cet accident d'hélicoptère. C'est après que j'ai su que c'était vous. Et quand j'ai lu ce récit, où vous nous racontez un peu ce drame qui a eu lieu, et
pour lequel il y a eu beaucoup de victimes quand même. Nous saluons vraiment la mémoire de ces victimes, présentant toutes nos condoléances aux familles éplorées. C'était quelque chose d'assez terrible. Et moi, ce qui m'étonne toujours, c'est quand il y a des rescapés dans des crashs, c'est assez spectaculaire. On se demande comment les gens font. Et là, nous avons cette chance, à travers cet ouvrage, de vivre un peu ça. Mais quand même, là où c'est assez particulier, c'est quand vous nous dites que vous l'avez pas vécu, en fait, ce crash. Et que vous vous êtes endormi en rentrant dans l'hélicoptère et vous vous êtes réveillé peut-être 15 jours après. Eh oui. L'être humain est quelque chose, une création particulière. Absolument. C'est inexplicable. Absolument. Et il a fallu que j'attende 1 mois pour avoir l'explication de cette partie de ma vie que je n'ai pas vécue. 15 jours. À partir du moment où je suis montée dans l'avion, que je me suis assise, que j'ai bu la boisson qu'on m'a présentée, jusqu'à 15 jours après, juste au sortir de l'unité des soins intensifs. Et c'est ma psychologue, Madame Dembélé, que je salue, qui m'a dit, mais ça arrive souvent. Vous avez eu un blanc. Les cinéastes connaissent le blanc. Le blanc, c'est une partie blanche. Vous ne vous en souvenez plus. Et c'est ce qui m'a protégée. Oui. Parce que vous vous dites... Mais parce qu'elle ne donne pas l'explication, elle constate... Mais... Il faut que vous constatiez avec moi, vous êtes alité avec moi, vous vivez les mêmes événements que moi et vous les vivez comme je les ai vécus. Et ça fait quand même, ça vous donne une dimension, vous flottez là au-dessus des événements, vous ne les comprenez pas tous, mais vous vous dites, tiens, j'ai bien de la chance, j'ai survécu, je vis. Et bien sûr, vous vous en remettez aussitôt à Dieu si vous le connaissez. Absolument. Vous vous en remettez entièrement à sa décision. Absolument. Et c'est quelque chose d'assez agréable, je vous le dis. C'est extraordinaire, parce que vous le dites peut-être un peu à la fin. C'est-à-dire que ce qu'il y a de particulier, c'est vraiment des événements tragiques et surtout, c'est vrai, pour les rescapés, ce à quoi on pense tout de suite, c'est à la douleur, évidemment. Et vous nous dites que vous avez eu peut-être cette chance de ne pas avoir vécu ça du tout. Vous dites, je ne me rappelle d'aucune douleur. Et alors que les rééducations, bon, évidemment, à part la main, voilà, cette main qui vous a fait souffrir avec votre kiné, mais en dehors de ça, toutes ces douleurs que les gens vous racontent, ces rééducations difficiles. Et même le fait que lorsqu'on est, vous en avez un peu parlé, en soins intensifs chirurgicaux, vous dites parfois que les gens, vous avez senti que peut-être il y avait des plaintes que peut-être vous faisiez, mais vous souvenez d'aucune douleur? Non, je ne m'en souviens pas. Mais vous savez, en matière de maladie, et peut-être après les suites d'accidents, il y a quelque chose qui m'a été inculqué par ma mère. On ne pleure pas inutilement. On ne crie pas pour un rien. On ne crie pas lorsqu'on accouche, lorsqu'on met au monde un enfant. Elle m'a fait croire pendant longtemps que si je le faisais, mes dents allaient tomber. La chaleur de mon haleine allait faire que, tôt ou tard, mes dents allaient tomber. Quelle femme voudrait être édentée Les femmes de la nouvelle génération, elles crient fort. Hein, on ne crie pas. On ne crie pas. Et ça se supporte. Une douleur se supporte. Une douleur se maîtrise. Et quand on y pense, on arrive à la maîtriser. Parce que ça, vous en avez parlé, vous avez été beaucoup plus courageuse que beaucoup d'hommes, parce que rien que cette rééducation de la main, vous dites que les hommes, ils criaient, ils pleuraient, et vous soulevez seulement votre jambe, et comme peut-être votre maman vous a bien formé, vous parveniez tout le temps à maîtriser cette douleur. Elle m'a beaucoup aidé. Elle m'a beaucoup aidé. Et là aussi, avant de passer la parole à mes camarades, vous nous donnez des leçons de vie. Il n'y a que ça dans l'ouvrage. Mais là aussi, où on voit la famille. C'est les rapports entre vous et vos enfants, et les rapports entre vous et votre époux.
Parce que ça, c'est des leçons de vie extraordinaires. Déjà, le fait que des enfants, surtout les filles qui sont un peu plus proches des parents, elles reconnaissent leur maman juste parce qu'elles ont vu le pied de leur maman. Des brancards qui passent, un pied qui passe à vive allure, il dit, est-ce que c'est pas le pied de maman? Ça, moi je me dis, mais comment ça peut se faire? J'ai reconnu son vernis. Ça, c'est une proximité que les gens ont avec leurs enfants. Mon fils aurait été là, il m'aurait reconnu à mon odeur. Carrément. Il le vit encore avec moi. Et ça ne s'explique pas. Parce que vous en avez parlé par rapport à votre mari. Vous dites quand il rentre dans je sais qu'il est rentré. On le sent. On le sent. Il faut qu'on éduque notre corps et nos sens à détecter les messages qui nous sont donnés. Pour cet accident-là, des messages m'ont été fournis que je me suis pas arrêtée à lire. Et aujourd'hui, je m'en veux encore. C'était des signes tout bêtes que j'aurais dû détecter. J'aurais dû ouvrir ma bouche pour dire, mais pourquoi ça? Et je ne l'ai pas fait. Pourquoi je suis montée dans cette... Je ne devais pas monter. Pourquoi? Parce que je n'ai pas posé les bonnes questions. Je n'ai pas assez écouté mon corps. Absolument. Quand vous avez des poils qui se hérissent, vous avez les cheveux de la tête qui se dressent, vous avez comme des frissons, vous vous arrêtez et vous observez les choses. C'est vrai. Il faut prendre le temps. Absolument. Je ne l'ai pas fait. Laura. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Félicitations pour cet ouvrage. C'est vrai qu'on avait eu l'occasion de parler de votre belle plume la fois passée avec les poésies. Et là, pour le coup, je pense qu'on est subjugué par à quel point, en fait, ce travail-là que vous avez fait pour nous faire ce récit est impactant. Et vous l'avez dit d'ailleurs en préface, vous avez dit que l'écriture, à votre humble avis, c'était le meilleur vecteur pour fixer les sentiments. Oui. Je pense que tout au long de l'ouvrage, c'est vraiment ce qu'on ressent. Et c'est votre préfacier. Donc vous avez choisi un médecin qui a été impliqué dans votre propre histoire pour faire la préface. Et lui aussi, il nous dit que en lisant votre ouvrage, en fait, il constate que votre longue marche à vous vers la Renaissance, c'est un hymne à la foi, à la famille, à la nature et à la lecture. C'est pour ça que tout à l'heure, je pense, on pensait à vous quand on parlait d'agriculture avec le professeur, parce qu'effectivement, c'est le voyage qu'on fait à travers cette histoire. Et vous nous rappelez aussi que, à travers le récit d'une autre personne, on peut être soi-même en fait touché. Moi, j'ai terminé l'ouvrage juste avant l'émission, et je suis tombée comme par hasard sur une page où vous racontez lorsque vous êtes sortie de l'hôpital, et ça m'a beaucoup touchée parce que je venais juste d'apprendre aujourd'hui même que dans ma famille, justement, une fidèle téléspectatrice du dimanche soir venait de guérir d'un cancer. Et c'est fou parce que je suis tombée sur cette page vraiment juste après avoir appris ça. Donc je la salue déjà, Tata Mado Bess. Voilà, je sais qu'elle nous suit tous les dimanches. Et en fait, au cours de son voyage aussi avec la maladie, elle a toujours voulu vraiment rester parmi nous, s'accrocher. Et elle suivait toujours l'émission, ça lui donnait aussi beaucoup d'énergie. Donc c'est pour ça qu'on pense beaucoup à elle aussi. Et pour en revenir à votre ouvrage, je pense que c'est un peu ce qui m'inspire ma question pour vous. De quelle manière ce récit que vous avez voulu faire de votre histoire a pu participer à votre propre guérison après tout ce qui vous est arrivé? Alors cet ouvrage, je le porte depuis 6 ans. Depuis l'accident et depuis surtout le moment où j'ai lu les notes qu'avait jetées sur un papier mon fils, Fiacre. Mais un livre, en littérature, on n'a pas besoin de se presser. Il n'y avait pas d'urgence pour moi. Il y avait une date que j'avais retenue, quelle que soit l'année, c'est le 14 mars. Date anniversaire de ce crash aérien. Et le livre est prêt depuis décembre. L'éditeur me pousse, je dis non, ça doit sortir le 14 mars. Et on était en train de corriger, de reprendre, voilà. Et vous voyez que ce n'est pas un roman. Même si certaines parties sont romancées. D'autant plus les parties que vous n'avez pas vécues directement. Je me suis dit, mais elle n'était pas là. Et pourtant, c'est elle qui raconte. On m'a raconté et j'ai essayé de raconter à ma manière. Alors qu'on ne me demande pas d'être très, très précise, ce n'est pas l'objectif. Absolument. Par ailleurs, pour ce que j'ai vécu après l'accident et quand j'ai repris mes esprits,
après 15 jours d'hospitalisation à l'USIC, quand je me suis retrouvée en orthopédie 2, ben là, j'ai eu le temps de reprendre contact avec la vie. Tout à fait. Et c'est là que le genre du journal s'est imposé de lui-même. Moi, j'étais partie pour écrire, voilà, ce que je ressentais. Et comme mon fils avait écrit au jour le jour, tiens, et que je m'appuyais sur ça, je me suis dit, tiens, je vais continuer. Et ça s'est fait tout seul. C'est un journal qu'on ne peut pas véritablement considérer comme un journal méthodique, mais au moins il y a des dates et des périodes qui scandent le texte. Tout à fait. Bien sûr, vous avez senti que l'objectif, c'était de nous mettre à la place du malade, parfois. D'autres fois, l'objectif change. Et quand je parle d'objectif, je parle de caméra. C'est l'accompagnant ou l'accompagnante qui devient le centre. Et c'est par ses yeux et par ses oreilles qu'on vit cet état d'hospitalisé. Et il y a aussi le point de vue du médecin. Très peu, mais le malade, du fond de son lit, ça m'a beaucoup plu de regarder le monde entre mes paupières, du fond de mon lit. C'est extraordinaire. En faisant parfois semblant de dormir. Ah oui, ah oui. On découvre de très, très belles choses, de très beaux détails. Tout à fait. Et on découvre que la vie est belle. Absolument. Tierno. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Mes hommages. Moi, je dois d'abord, je ne sais pas si vous remercier pour cet ouvrage ou dire merci à Fiacre, qui a été pour vous, je pense, d'une aide précieuse. Je pense qu'il a été le témoin, en tout cas, de vos moments si précieux. Et après, il a pu garder ça de manière intacte. Et ça a été une source pour vous pour écrire. Je pense que c'est une très bonne chose. Tout à l'heure, dans vos propos, vous avez dit quelque chose d'important, qu'on ne se presse pas en littérature. Et ça, pour moi, c'est une leçon à tous ceux qui s'exercent au métier d'écrivain, d'écriture, aux jeunes particulièrement. Parce que c'est un livre abouti. Ce n'est pas abouti parce que c'est connecté à vos ressentis ou à votre vécu, mais c'est abouti dans la manière d'écriture aussi. C'est très bien écrit. Mais bon, ça ne nous surprend pas. Alors, de ce point de vue, je tenais vraiment à vous féliciter, à vous remercier pour cet ouvrage que vous mettez entre nos mains et que moi, je conseille à tout le monde. Mais c'est aussi un voyage intrinsèque dans un moment particulier de votre vie. Je pense que vous êtes une miraculée. Et dans la main de Dieu, moi, la première réflexion que j'ai eue, littéralement, vous étiez dans la main de Dieu. Et cette main, pour moi, quand elle s'est enfermée, vous a protégé contre un choc externe et vous a maintenu sur terre. Et c'est pourquoi, pour moi, vous êtes encore là. Et je vous souhaite une longue vie. Inch'Allah, pour que vous continuiez à nous donner ce genre d'ouvrage et qu'on puisse le lire et y apprendre. Parce que, comme je disais, comme tout ce qu'ils ont dit tous les deux, ce sont des leçons de vie. L'amour que vous avez avec vos enfants, cette complicité, cette manière dont ils ont... Et cette phrase que j'ai adorée, je m'abreuvais inconsciemment à leur inépuisable détermination à me savoir vivante. Ça m'a vraiment remué. Le rapport qu'on a entre une mère et ses enfants, tous ces gens-là qui sont venus spontanément, vos collègues du lycée de Nouroutal, vos voisins, etc., qui étaient là à votre chevet parce que c'est des gens que vous aimez sincèrement et que vous voulez que vous restiez sur terre. J'ai une question peut-être pour sortir un peu de la dynamique triste, mais qui fait rire parce que ça m'a fait rire aussi. Vous avez parlé de veiller sur un malade exige santé, force et blindage mystique. Qu'est-ce que signifie blindage mystique? Alors le blindage mystique, c'est quelque chose de particulier. Parce qu'il y a l'anecdote des trois femmes. Malheureusement, c'est toujours des femmes. Lorsqu'on dit sorcière, on dit même pas sorcière, on dit sorcière. Et aussi l'exemple que vous donnez, c'est des vieilles femmes. Mais est-ce que elles étaient là pour ça? Est-ce qu'elles étaient là pas pour le renseignement? Je ne sais pas. Moi, en tout cas, j'ai orienté ça vers ça. Elles étaient là vraiment comme des âmes toutes noires. Elles tournaient. Elles attendaient la mort. En tout cas, c'est comme ça que vous l'avez décrit. Il y a effectivement des personnes qui s'abreuvent de mort, qui aiment
les enterrements, qui aiment, qui tournoient autour des malades. Et elles ont des mines tristes, elles ont des ndeysan qui vous font plonger, vous, quand vous êtes malade dans un lit d'hôpital. On vous rend visite une ndeysan, Koitadi. Koitadi, c'est un créole dans ma langue là-bas, de Ziguinchor. Mais ça ne se fait pas. Absolument pas. Ça ne se fait pas. Et votre fille aînée a réagi. Mes enfants n'ont pas fait ça. Oui. Ils savent que j'ai une horreur sainte de tout ce qui peut enfoncer le malade, de tout ce qui peut enfoncer la personne qui souffre. Et je leur ai appris à ne pas voir, par exemple, des choses comme le handicap. Oui. Quelqu'un qui est handicapé, on ne le regarde pas comme quelqu'un qui est diminué. C'est quelqu'un de vivant, qui est capable de se marier, de faire des enfants. S'il est capable de faire des enfants, il peut monter quelques marches d'escalier. Vous êtes d'accord? Voilà. On le laisse donc se déployer et se redéfinir par rapport à ce qui lui manque dans son corps. Et il faut savoir, il faut que les malades sachent que s'ils restent positifs, ils peuvent guérir. S'ils restent positifs, s'ils restent, comment dire, s'ils s'accrochent à la vie, un peu enthousiastes, s'ils cessent de s'apitoyer sur leur sort, ils peuvent aider le médecin. C'est des bonnes énergies, parce que vous en avez beaucoup parlé. Vous dégagez des énergies, des ondes positives. Et elles sont captées par les soignants. Tout à fait. Un soignant que vous considérez comme méchant, mais c'est parce que vous l'accueillez mal. Et il suffit de lui dire « j'ai mal ». Et peut-être qu'il va s'arrêter pour vous expliquer pourquoi vous avez mal. Et pour vous dire comment vous pouvez ne plus avoir mal. Parce il faut oser parler aux soignants. L'exemple le plus patent que vous donnez par rapport à ces énergies, c'est la seule fois où vous avez senti, pendant tout votre séjour, une énergie peut-être négative. Vous avez parlé d'une technicienne de surface, comme on les appelle maintenant, et qui, de manière évidente, avait beaucoup d'énergie négative. Négative. Et là, vous l'avez ressenti. Et ça, comme vous êtes dans une situation où assez intermédiaire, quelqu'un qui est entre la vie et la mort, vous percevez beaucoup plus de choses que les gens ordinaires. Et là, c'est vrai que ça vous a permis de comprendre, peut-être en quelque temps, ce que les gens, parfois, dans leur quête spirituelle, mettent des années, des décennies à percevoir. Et c'est exactement ce que moi je voulais dire. Ce n'est pas une question, mais c'était un commentaire. Moi, je suis persuadé que vous n'avez pas dit tout ce que vous avez découvert. C'est vrai. Je ne peux pas parce que... Absolument. Déjà, il y a des parents, je le raconte ici, qui m'amènent leurs enfants pour que je prie sur eux. Je ne suis pas une sainte. On ne sait pas. Un mot, oui, peut-être. En tout cas, vous êtes psychologiquement très forte. Machallah, c'est vrai. Parce que, vous savez, moi, j'ai l'habitude de dire aux gens que si demain, le président de la République demande à la gendarmerie de venir me cueillir ici, la gendarmerie ne saura pas ce que j'ai fait. Ils vont venir me cueillir et faire ce qu'on leur demande de faire. Donc, entre la matière et l'esprit, qu'est-ce qui gouverne? C'est l'esprit qui gouverne. Tout ce que vous mettez dans la tête est exécuté par le corps sans comprendre. Absolument. Donc, si vous êtes positif dans la tête, parce que quand vous prenez du sucre, vous dites à la tête que le sucre va me blesser, le sucre va te blesser. Je pense que donc c'est très important spirituellement. Absolument. Il faut savoir que ce qui est spirituel et gouverne ce qui est matériel. Tout à fait. Parce que d'ailleurs, quand je fais la comparaison, je dis que tout ce qui est apparent dans votre corps, vous pouvez couper ça et vous continuez à vivre. Mais quand vous rentrez dedans, vous prenez quelque chose, vous mourrez. Donc, pour vous dire que c'est ce qui est caché, c'est la tête. Ce qui est caché, la tête c'est autre chose. Mais ce qui est caché est généralement plus important que ce qui est apparent. En tout cas, l'esprit est vraiment... C'est un ouvrage vraiment qu'on conseille à tout le monde. Ça, c'est vraiment absolument. C'est une analyse spirituelle. Absolument, qu'il faut avoir. Ça s'appelle Dans la main de Dieu, préfacé par le médecin-colonel Mohamedou Mansour Fall. C'est paru aux éditions L'Harmattan Sénégal. C'est vraiment un ouvrage qu'on conseille à tout le monde. Également, le chômage au Sénégal, problématiques et pistes de solutions, préfacé par le professeur Ibrahim Thiam, également aux éditions L'Harmattan Sénégal. C'est deux ouvrages exceptionnels, vraiment, qu'on nous conseille à tout le monde. Nous avons été très heureux de vous recevoir, professeur Mounir Ndiaye, professeur Annie Colli, vraiment. Nous vous souhaitons une bonne continuation. Merci beaucoup d'être passé sur cette plateau. Merci beaucoup.
Nous allons poursuivre avec la seconde partie de cette émission pour parler du festival Stereo Africa Festival créé en 2022 qui déroule sa 3e édition du 8 au 12 mai prochain. Pour nous en parler, nous recevons son président fondateur, M. Sahad Sarr. Nous allons terminer cette émission avec un artiste sénégalais, auteur, compositeur, interprète à grand succès. Il vient nous présenter son nouveau single intitulé Mbokoum Lebou. Nous accueillons Leuz Dewanji. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre plateau. Nous allons commencer par vous, Sahad. Yes. Vous venez nous parler de la 3e édition de Stereo Afrique Festival, Yes. Qui doit se dérouler du 8 au 12 mai prochain. Mais est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le festival, nous faire un peu l'historique? L'historique du festival, effectivement, ce festival a été fondé par moi et une de mes amies en l'an 2022. Parce que ça fait plus de 5 ans, 8 ans, moi, en tant qu'artiste sénégalais, évoluant à l'international et au niveau local, à chaque fois qu'on allait jouer dans certains pays en Afrique ou bien en Europe ou bien aux États-Unis, on se disait toujours que wow, c'est extraordinaire que nous, en tant qu'artistes africains, qu'on puisse pas avoir un festival assez organisé chez nous. Absolument. Ouais, pour nous, en tant que musiciens, en tant que chanteurs, c'est important en général, tu vois. Ici, dans le monde de la culture, on sait qu'il y a des problèmes. On sait que des fois, tu vois, c'est pas facile au niveau de l'organisation, au niveau de la prise en charge de certains artistes. Et qu'en revenant de tourner avec mes amis, on s'est dit, bon, il faut pas tout le temps dire oui, ça marche pas au Sénégal, c'est la musique, la culture. Que nous, il fallait qu'on mette en place une structure pour essayer de monter un festival international. Parce que pour nous, un festival international, c'est pas juste un festival que, par exemple, on fait venir les artistes à l'international, blabla. Mais à un moment donné, on sait qu'un festival international, c'est un festival qui respecte certaines normes en termes d'exigence, qualité, production phonographique, production sonore. Et on s'est dit, pourquoi pas? Parce qu'on sait qu'en Europe ou dans les autres pays du monde, les gens ont une vision assez stéréotypée de l'Afrique en général et aussi de sa musique des années 60-70. Et que nous, on est une nouvelle génération et qu'on a voulu montrer que non, en fait, au Sénégal, il est possible de faire des choses hyper structurées. Absolument. Et voilà, voilà. Et notre première édition était en l'an 2022, c'était une édition phase test. En 2023, on est passé d'une journée de toute une journée à 5 jours de festival avec plus de 26 shows, avec des produits, avec des artistes internationaux et des artistes locaux émergents et aussi avec des big artistes au Sénégal. Donc depuis lors, on le fait au Clos Normand, en face de l'IFAS, terrain de gazon. Et maintenant, c'est là, cette année, on fait à l'Institut français, au Clos Normand, au Centre culturel tout sec. On utilise aussi plusieurs lieux de Dakar pour les off. Voilà. Est-ce que par rapport à toutes vos ambitions, ou est-ce que vous pensez que par rapport aux normes, si vous faites le bilan de la deuxième édition, est-ce que vous pensez que vous avez atteint vos objectifs? Oui, je vais pas avec humilité, mais on sait qu'aujourd'hui à Dakar, quand même, on peut dire qu'on est un des plus big festivals au niveau qualitatif aujourd'hui. Okay. Yes, ça, c'est sûr. Parce que, tu vois, c'est pas facile d'organiser un festival 6 jours avec plus de 8 showcases off, plus de 28 artistes en 5 jours. Ouais. Et de respecter l'heure, le compte est à 20, c'est à 20, c'est pas 20, 25, c'est à 20 pile. On finit à 1h du matin et c'est très normal, très carré. Et aussi, on a eu à recevoir certains artistes à l'international qui jouent avec nous sur certaines big scènes et eux, qui viennent, ils pensent qu'ils étaient à New York, ils pensent qu'ils étaient à... Voilà. Yes, voilà. Nous, c'est ça le challenge, que les gens viennent et qu'ils puissent nous respecter et qu'ils savent qu'au Sénégal, il est possible de faire des choses. Absolument. Je ne sais pas si Laura connaît le SAF. Oui, je connais et c'est un plaisir de partager le plateau avec vous. Félicitations pour l'organisation de cette 3e édition. C'est vrai que vous en avez parlé, il y a des enjeux à pouvoir aussi justement proposer plusieurs fois une même expérience. Et si vous arrivez peut-être à le refaire, c'est que probablement ça a bien fonctionné les fois passées. Donc pour ça, félicitations. Merci. Vous êtes parti d'un constat de base, une carence de promotion et de formation au métier de la musique. Ouais. C'est votre combat pour ce festival. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu peut-être en termes de programmation,
parce qu'on sort justement du 1er mai, il y avait la fête du travail, c'était la première fois que les acteurs de la culture se rejoignaient d'ailleurs à Doutasek hier mercredi, pour justement parler un peu des droits des artistes, de la copie privée et de toutes ces questions-là qui sont importantes pour aujourd'hui que les artistes puissent vivre dignement de leur travail. Est-ce que vous aurez au cours de ce festival aussi des panels ou des conférences qui seront organisées un petit peu pour parler de cette structuration-là du secteur, de la formation, de la diffusion notamment? Oui, effectivement, par nous, on organise avec le biais de AECES, c'est un nouveau consortium des acteurs culturels du Sénégal qui va se faire le jeudi 9 mai au centre de Doutasek. En fait, c'est important que les artistes revendiquent leurs droits, etc. Mais aussi, si les artistes revendiquent leurs droits et les acteurs culturels et qu'ils ne maîtrisent pas leur métier, il n'y a pas de sens. Donc, à un moment donné, par exemple, vous allez voir beaucoup de jeunes qui vont vous dire on est des régisseurs alors qu'ils ne maîtrisent pas le métier du régisseur. Donc effectivement, nous, en tant que structure, on se dit il ne faut pas juste organiser un festival de musique où les gens viennent, ils jouent. C'est qu'on organise des panels, des conférences, on organise des ateliers, on amène des anciens pour former les jeunes régisseurs de plateau, régisseurs sur scène, tu vois. On essaie de les apprendre. Tous les métiers qui se rejoignent. Oui, parce que c'est important. On ne peut pas revendiquer et alors qu'on n'est pas structuré et qu'on n'a pas accès à la formation. Donc, on vient dans beaucoup de festivals ou dans beaucoup de shows à Dakar, on se pose, on voit que le son n'est pas bon. On voit que le son n'est pas bon et pas que tous les jeunes vont dire je suis ingé de son. Alors que non, un ingé de son et un technicien de son, c'est pas la même chose. Donc nous, avec nos structures, on essaie de poser un cadre, on fait des appels à projets, on sélectionne même sur la programmation artistique, c'est pas en mode ouais, moi j'aime l'ueuse, bon je vais l'inviter, je suis assis, des appels à choc. Il y a une sélection qui se fait. Où on demande aux artistes, parce que vous voulez pas pouvoir avoir un projet qui sort du Sénégal, si vous n'êtes pas capable de faire un mail et d'envoyer une fiche technique et de faire une biographie juste au niveau local. Donc c'est pas possible. Donc on essaie de mettre une structure et on voit, c'est super intéressant. En 1 an, 2 ans, on voit tous les jeunes artistes de Pékin, Guédiawaye, partout. Tu vois, et c'est vraiment que les gens... Ils sont professionnalisés. Et c'est important. Et c'est important parce qu'on les montre que, en fait, pour devenir un très grand artiste, c'est pas juste ça va chanter et jouer. C'est qu'on prend tout l'écosystème de l'industrie et qu'on prend toute la chaîne de valeur. Et aussi comprendre qu'il faut savoir bien s'entourer. Voilà. Il faut une structure. Par exemple, on organise des Unplugged Sessions à Rufisque, à Pékin, à Guédiawaye, à Thiaroye, à 21 jours en amont du festival, où c'est un festival de la relève. On appelle un membre du jury, genre 5, 6 acteurs culturels ou 6 managers ou 6 anciens musiciens, ils viennent et à Rufisque, on juge, genre les gars ils jouent en acoustique, on prend le meilleur, Rufisque, Guédiawaye, Pékin, Thiaroye, et après ils viennent au festival pour la finale. Et celui qui remporte le prix des Unplugged, il reçoit un accompagnement durant 1 an. Il y a booking, production photographique. On fait un album, un EP, on structure ce projet et on voit qu'en 1 an, le projet a quitté là à là. Et on voit vraiment l'accompagnement qui est autour du festival. Bonsoir, Sahan. Yes, bonsoir, Thierry, ça va? Alors, moi, c'est peut-être surtout un élan d'encouragement par rapport à ce festival-là, parce que c'est comme ce que vous étiez en train de dire. Je pense que les festivals sont importants parce que ça permet un peu de représenter le Sénégal, représenter les couleurs de la musique sénégalaise. Peut-être pas dans le sens de montrer aux Occidentaux que nous savons bien faire les choses ou pas. On n'est pas dans une dynamique de justification. On fait les choses parce qu'on doit bien les faire et parce que d'abord, on peut les faire, mais aussi parce qu'on propose quelque chose de bien pour les citoyens sénégalais qui méritent quelque chose de bien à un standard aussi. Pas international. Parce que pour moi, il n'y a plus de frontières entre le national et l'international dès lors que la lucarne du net et tout ça est aujourd'hui. Je pense que dans une chambre aujourd'hui, avec une seule musique, on peut attendre tout le... Mais ce que moi j'aime peut-être dans ça, c'est mettre des standards
qui répondent un peu à ce qui doit se faire de mieux partout dans le monde et qui permettent aux artistes ou aux musiciens de pouvoir jouer et peut-être de faire éclore des... J'aime bien, oui, derrière aussi le fait de pousser les jeunes pousses pour qu'ils viennent à un certain niveau. Donc félicitations pour ça et j'espère que l'État va appuyer ce festival et que ça va permettre de le pérenniser pour les années prochaines. Merci. Absolument. Leuze, peut-être un mot par rapport au festival. Est-ce que vous connaissez déjà le festival? Déjà, c'est vraiment un grand plaisir de le rencontrer parce que normalement, je le connais de nom. C'est la première fois qu'on se voit et qu'on partage le plateau. Mais voilà, je vais aller dans le même élan que l'autre. Donc, c'est L'autre s'appelle Tcherno. Tcherno Souleyman ou Tcherno Souleyman. Donc, Tcherno. Déjà, des encouragements, des félicitations, surtout par rapport à l'initiative déjà. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui se disent, qui revendiquent des choses alors qu'ils n'essayent pas de participer déjà. Absolument. Déjà, la satisfaction que je viens d'avoir là, c'est de savoir que c'est un artiste déjà qui a l'initiative. Tout à fait. Souvent, les artistes, ils attendent, au Sénégal, surtout en Afrique, ils attendent que d'autres viennent et malheureusement, c'est compliqué. On sait que le monde de la musique, c'est hyper dur, c'est compliqué et tout. Donc si on n'a pas d'initiative, si on n'a pas de personnes qui sont là pour au moins penser, pour réfléchir par rapport à comment faire bouger les choses, je crois qu'on va rester là où on a toujours été. Donc félicitations pour juste par rapport à la qualité déjà, parce que j'ai entendu des offres. Et plus de 20 shows, normalement c'est impossible, mais par rapport à peut-être à la qualité de l'organisation, ils parviennent à nous proposer quelque chose. Et surtout par rapport à la compétition que j'ai entendue, franchement, je suis hyper satisfait par rapport à la qualité, quoi. Donc je vous encourage et vous souhaite bon vent, quoi. On va terminer un peu avec vous, avec votre actualité. Leuze, vous venez de nous présenter votre nouveau single qui s'appelle Mbokum Lebo. Mbokam Lebo. Mbokam Lebo. C'est en Lebo, quoi. Il faut le prononcer en bon Lebo. Mbokam Lebo. Exactement. qui est votre nouveau single. Ça vous tenait à cœur un peu de parler un peu de cette culture Lebo? Oui, forcément, parce que j'en fais partie. Je suis de mère Lébou, de père Socé. Donc voilà, la diversité culturelle du Sénégal, j'en parle tout le temps. La richesse de cette culture, de cette composition, à chaque fois, j'insiste par rapport à cette melting pot. Malheureusement, on parle des États-Unis, melting pot, alors que je crois que ce modèle de melting pot au Sénégal, on a tendance à l'oublier, quoi. Donc on a une diversité culturelle assez riche. Tout à fait. Donc je peux dire, j'ai déjà fait un son sur la Casamance, sur comment, sur la richesse, la diversité. Et là, je viens de toucher les Lébous. Et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une culture qui a malheureusement tendance à disparaître, où les gens ont complexe à le valoriser, à la valoriser du moins. Et moi, dans le son, j'essaie juste de mettre l'accent sur cette richesse-là. De dire qu'on doit être fier de ce qu'on est. Donc de ce qu'on a surtout. Donc c'est une culture qui est là depuis bien avant l'arrivée des colons. Et il y a une organisation interne, comme j'ai l'habitude de le dire. On a notre république bien avant la République européenne. Donc il y a le chef de village, il y a le Ndeye Djiré, Ndeye Djambour, il y a le Fré, il y a etc. Il y a une très belle organisation dans cette communauté. Absolument. Et il faut quand même, moi j'ai en tout cas, c'était un fardeau. C'était un challenge de montrer, surtout déjà ceux qui le connaissent déjà, ils sont surpris de le revoir. Mais ceux qui ne le connaissent pas, c'est une découverte. Je pars, comme il a dit, je pars par exemple en Europe. Ils ne connaissent pas cette communauté-là. Et là, avec la vidéo, j'avais voulu montrer que malheureusement, comme j'ai l'habitude de le dire, ce que vous voyez par les écrans, chez vous,
c'est pas la vraie réalité, quoi. Réalité, ouais. Moi, mon challenge, c'est de vraiment montrer la vraie réalité et avec une fierté et voilà. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de voir avec ce vidéoclip. Pas comme le flow de Thierno qui se prend pour un grand rappeur. Laura? Toujours des balles perdues. On continue. Bonsoir Leuz, félicitations. Merci. Félicitations pour ce très beau clip. Effectivement, c'est un excellent clip. Merci. Et avec la voix d'Astonian aussi qui se Astonian, rajoute. Vraiment, ça fait du bien à entendre comme à chaque fois hein, quand on termine l'émission en musique. On n'a pas parlé de votre carrière, ça fait 20 ans quand même. Depuis 2004, vous avez commencé la musique. Depuis un peu plus de 10 ans, vous êtes en solo. Quel bilan vous tirez aujourd'hui de toute cette expérience-là et comment vous voyez l'avenir pour vous dans ce secteur-là de la musique? Est-ce que vous voyez d'autres orientations que vous voudriez donner, etc. Merci beaucoup pour la question. Déjà, je ne sais pas si je dois répondre en français ou en wolof. Ouais, c'est comme vous voulez. Voilà, j'ai un bilan assez positif. Hein. Donc voilà, je vais me permettre de parler en wolof. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, man, Elle comprend wolof. Ok, c'est pour ceux qui... voilà. Exactement. Bimay tambali ci musique, j'ai commencé en 2004. Nous créé groupe 2007. 2012 ma def hip hop discover ma dem final donc hip hop discover moo ma ubbi samay bët samay gët sax li wolof di wax donc ma comprendre que ne man je dois être différent en plus ma nekkoon université au même moment may jàng civilisation ak littérature américaine donc j'ai compris la société américaine ma ne ok man rap bi may def nii est-ce que méngoo nag rap bi war a ànd ak sama société. Donc, si là a commencé à créer sa identité, à partir de l'immédiat, à partir de vécu, à partir de l'expérience, etc., j'ai essayé de créer du Leuz Diwane. Donc, je chante, je rappe, je mélange ma culture, enracinement avant ouverture. Donc, c'est pourquoi j'insiste sur l'originalité, l'africanité. Donc, c'est ce que Leuz Diwane. Et, si je suis venu ci avec fierté parce que je sais que je suis donc je suis un Sénégalais qui essaie de vendre sa culture. Donc voilà, pour dire que c'est un bilan positif, parce que ça, il y a des gens qui ne te comprennent pas. Petit à petit, il y en a qui comprennent, il y en a qui disent non, ça c'est pas du rap, ça, etc. J'ai reçu beaucoup de critiques, mais daf ma defar et avec fierté. Absolument. Donc voilà, c'est un bilan positif. Je pense abonder dans le même sens que Laura et toi-même. Féliciter Leuz pour moi qui est un grand artiste depuis son début de carrière. Moi j'aime bien ce qu'il fait. Il a des chansons qui sont devenues des classiques et qu'aujourd'hui même les jeunes chantent, etc. Donc je pense que c'est une très bonne chose pour moi, comme j'ai dit tout à l'heure, de voir qu'il y a des jeunes qui vont prendre la relève dans la musique sénégalaise, africaine en général, qu'on ne voit pas toujours les mêmes au devant de la scène. Et donc, bon, ce beau clip-là montre que Leuz est en train de travailler et qu'il est toujours dans la recherche. Et j'ai bien aimé ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à un peu baser votre musique sur votre structure traditionnelle, Diwane. Voilà. Et je pense que ça, c'est important parce que avant de s'élever vers un ailleurs, il faut en tout cas être sûr que le plancher sur lequel on pose ses pieds est un ressort assez solide. Et donc, je vous souhaite de faire une très belle carrière et de représenter très bien le Sénégal. Merci. Est-ce que vous avez une date pour nous dire avec lolu? Waaw, ni déjà maa ngi wax waa Toulouse ñu xaar ma. Waa Toulouse war nañ fa def le 25 inchallah le 25 mai. Mais dem dali Toulouse ni. Non damay ñëwaat parce que après damay dem rek ñëw def jox leen festival comme ci même organisation bi. Donc nous on a un festival de 10 jours. Donc def nañ ko on est à la 4e édition. Ñun tamit dañuy def lépp. Dañuy def 10 jours de festival et on essaye comme ni li nekk ci clip bi. Madame boole culture bi environnement bi éducation bi sport bi lépp la ñuy boole donc dañuy def ay courses traditionnelles dañuy def ay ndaw rabine dañuy def ay combat de lutte dañuy def ay beat soccer dañuy def ay formation en photographie en cinéma en lépp lu mu mën a doon en musique assistée par ordinateur DJing dañuy def ay fresques murales dañuy aménager ay espaces donc c'est du 5 au 15
juillet du incha allah 5 au 15 juillet incha allah Toulouse. donc voilà di féliciter sama waa ji ci initiative bi. di leen inviter tamit. donc voilà di inviter tout le monde la RTS. voilà xam naa ne dinañ ñoom Thierno dañ fa teewal. Vraiment remercier le si li nga ñëw suñu plateau. Remercier également Sahad. Je rappelle que le Stéréo Africa Festival se tiendra du 8 au 12 mai prochain. Nous vous remercions d'être passés sur le plateau. Remercier également mes co-présentateurs, Laura Fortes, Thierno Souleymane Diop-Niang. Remercier tous les techniciens de la RTS et tous les téléspectateurs qui nous regardent.